Vidéo spéciale ailier. Salut tout le monde. Salut, comment ça va Alex? Bon, ça va nickel, écoute. Tout va bien, on continue dans le confinement. On s'apprête à déconfiner et on va voir ce que ça a donné. Exactement, l'impatience, l'inconnu, le flou est total. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce qui va se passer ce lundi 11 mai. Dans tous les cas, nous sommes ici pour continuer la tradition récente. Sur Trash Talk, chaque semaine, vous avez une semaine à thème. Nous avons déjà fait la semaine des meneurs. Nous avons fait aussi la semaine des arrières. Et nous avons attaqué la semaine des ailiers. Elle se termine aujourd'hui. Plein d'articles qui ont été envoyés sur le site de Trash Talk. En faisant comme d'hab la bise à toute l'équipe de rédaction. Vous avez été nombreux à interagir sur le classement, qui est où, comment ça se passe. Jason Tatum, LeBron, Kawhi, Chris Middleton et compagnie, Brandon Ingram. On va en parler en long et en large, Alex, dans cette vidéo. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du beau monde. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une jolie génération émergente. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais en gros, des gars qui sont en train de monter en puissance, certains qui vont bientôt aborder leur prime. Tout à fait. Et en même temps, on a des patrons qui refusent de laisser leur spot. La main tout de suite, puis genre, on ça va va pas laisser le spot aux genoux. Non, tu ça vois, c'est sûr. Non, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un carrefour qui est assez intéressant et dont on pourra parler là par rapport à ce mélange, les jeunes qui ont les dents longues et qui veulent aller taper les anciens qui ont quand même un minimum de respect à obtenir de la part des plus jeunes. La saison régulière c'est bien, les playoffs c'est mieux. Vous le connaissez, ce modèle, on l'a fait sur les meneurs et les arrières. On a plein de petits thèmes sur différents joueurs, des tendances, etc. Des plans à 3, des duels. On va aborder chaque thème. Vous aurez l'occasion, évidemment, de répondre à ces thèmes. On va prendre un petit temps pour se permettre de faire tout ça. Juste, comme d'hab, un public service announcement, le poste d'ailier concerne parfois plein de joueurs, mais on a essayé de le cadrer au maximum. LeBron n'a pas été mis chez les meneur, même s'il a été cette saison, on l'a mis, ça reste un ailier quand même. Ça reste un ailier et surtout qu'il a joué à côté avec deux guards, C'est ça. Deux arrières, tout le temps. C'est ça, donc on le conserve en ailier, quoi, tout simplement. Il a joué ailier, il a mené depuis le poste d'ailier, si j'ose dire ainsi. C'est ça. Il a joué avec deux arrières, il n'était pas backcourt, quoi. Non, c'est ça, et ça s'est vu dans le All-Star Weekend avec les votes dans les forwards. Pareil, si vous avez certains joueurs que vous estimez qu'ils devraient être chez les ailiers, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, foncez, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, c'est dimanche, c'est sympa. Sur le Free Flow qui a été envoyé ce vendredi, spécial NBA Fantasy Draft 2020-21, on s'est tapé des bonnes grosses barres avec Simon et Alex. On s'est fait plaisir, c'est un exercice sympa. Hein, bah ouais, très clairement, qu'on pourra reproduire par la suite en étant 37 dans la même salle. Vous pouvez bien évidemment l'imaginer. Alex, est-ce que tu es prêt ? Allez, je suis prêt. Vas-y, fais péter les sujets. Eh bien, qui dit un spécial ailier dit forcément la mention du King. En premier, LeBron cette saison a fait son grand retour. On en a parlé tout au long de la saison, l'été déjà. Lui a bombardé Return Season sur Instagram. On le voit là au bout d'une 60aine de matchs, malgré cette suspension. La question qu'on peut se poser, c'est, après l'espèce de première année bizarre qu'il y a eu aux Lakers, est-ce qu'en fait, LeBron n'a pas fait la gestion parfaite de ce qui devait être la saison régulière de LeBron James chez les Lakers en année 2 ? Ouais, déjà, disons que, d'accord, t'as employé le mot retour, c'est vrai. Ah oui, en même temps, je veux dire, c'est surtout, il a été un petit peu blessé et du coup, sa saison est un peu partie en vrille, mais individuellement parlant, quand il a été là la saison dernière, le LeBron, il était quand même bon, je veux dire. Tout à fait. Non, mais ça, je pense que personne. Performant, quoi. Oui, de toute façon, ça, personne ne revient là-dessus. Je pense que c'est le fait que tu fasses les premiers playoffs depuis qu'on est passé du franc à l'euro sans LeBron James. Ça, c'était quand même le retour du roi, quoi. Normalement, le roi, il regarde pas les playoffs à la téloche. Et puis on commençait à se poser des petites questions, tout ça, état de forme physique, son âge, longévité, le kilométrage qu'il a dans les pattes, LeBron, parce qu'entre le nombre de matchs et le nombre de minutes, l'autre, voilà quoi. Karl Malone voilà, c'est ça. C'est ça, même Karl Malone, peut-être qu'il va le mettre dans son rétro à un moment donné. Bref. Bien sûr. Attention. Donc oui, non, je suis d'accord avec toi. Disons que le roi est toujours assis sur son trône. Oui. Et tiens, on parlait tout à l'heure de la nouvelle génération. Pour l'instant, va falloir attendre que Papa LeBron devienne Papy LeBron, peut-être avant de le pouvoir vraiment le déloger. Quoi. Il y a ce petit côté-là un peu, quoi. Pour moi, le fait qu'il ait été meilleur passeur, et assez largement en fait, de la saison,
il y a un côté message, genre, tu sais, il était pas content, on avait vu avec le hashtag Washed King et tout, là, tu vois. Ouais, Return Season, ça, il était pas content. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le fait qu'il soit devenu, genre, entre guillemets, assez facilement, on n'a pas eu l'impression de voir LeBron forcer et tout. Le mec te fait, je sais pas combien il a, 10 passes et demi par match, comme ça, non? 10 et 11 passes, ouais, c'est ça. Il drive le jeu d'une équipe dans laquelle, ok, il y a Anthony Davis, mais qui défend très bien, mais donc c'est quand même lui qui a drivé l'attaque de cette équipe. Il y a un espèce de côté message, genre, ouais, les gars, clairement, je suis plus dans mon prime, et clairement, je vais certainement un petit peu décliner physiquement dans les prochaines années. Et encore que, physiquement, il a montré que ça reste encore très sérieux. Et surtout, le message, c'est genre... Vous avez vu comment je peux jouer en fait en marchant? Non, bien sûr, c'est notamment, sans vouloir relancer un débat qui un jour sera peut-être géré sur cette chaîne YouTube, quand on avait fait notamment les débriefs de tout ce qui était The Last Dance, Jordan, etc. Il y a une phrase, moi, qui m'a fait penser beaucoup au LeBron actuel, et je savais qu'on allait faire cette vidéo sur les ailiers, c'est... il n'est plus question de savoir comment en fait jouer au domino au basket. Là, c'est vraiment, tu sais, il y a un passage où ils disent Jordan du coup a compris, je crois que c'est BJ Armstrong qui en parle et qui dit genre ça y est, maintenant il comprend comment gagner les matchs. Et en fait, LeBron n'est même plus, il est dans une autre compétition. Moi, j'ai le sentiment quand on le voit là à la main cette saison, c'est-à-dire que on joue aux échecs toujours et il a 5-7 coups d'avance et il orchestre le jeu comme toujours le meilleur chef d'orchestre de la planète en fait. Ça reste toujours le patron sur le terrain. Il n'est plus question de faire de grandes performances, il est capable. Mais il n'est plus question de défoncer statistiquement certains plafonds. Là, c'est plus, voilà comment on va faire en connaissance de rythme de jeu, d'intégration de coéquipiers, de qui mettre en avant, etc. pour gagner. Tu as le sentiment vraiment que là-dessus, il domine. Et d'ailleurs... incroyable de voir le changement du coup d'atmosphère autour des Lakers, où l'année dernière c'était le fucking circus, et où là cette année aucun problème avec Rondo, avec Dwight Howard, avec tous les gars. C'était vraiment la boutique était gérée. Et c'est la boutique était gérée. C'est là que tu vois que LeBron domine encore autant. C'est pas juste sur les statistiques, c'est vraiment sur l'empreinte qu'il y a dans son équipe. Et en plus, au passage, les statistiques, il y a 26 points et 8 rebonds pour encadrer les 10 et quelques passes d'ess. Non, mais il est washed. Il est washed. C'est pas comme si genre il avait 10 passes d'ess mais qu'il mettait plus que 12 points. Tu vois, non, bien sûr. C'est pas Jason Kidd, quoi. Non. Il y a de débat avec Anthony Davis pour savoir qui est le meilleur marqueur des Lakers. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur passeur de l'NBA. Il score un poil plus, quoi, je pense, mais pas beaucoup plus. Hein. Non, c'est clair que par rapport à la gestion complète de la régulière, on avait dit avant le début de saison, on avait fait une grosse preview, on se disait genre comment ça devrait être parfait, etc. Et on se disait genre qui soit à 100% au moment des playoffs, sans qu'il y ait le Covid et tout ce bullshit. Je pense que LeBron, on pouvait dire, était sur une gestion quasi parfaite de ce qui devait être l'ascension vers un nouveau titre avec les Lakers, etc. Rappelle-toi, on l'a vu ensemble à Lyon, le Lakers Clippers de début mars. 6 mars, ouais, ça, je vois. La fin de match de LeBron. Ouais, bien sûr. T'es là, tu te dis attends. L'autre, il est en train de se mettre en route gentiment. Putain, dans 5 semaines, on est en play-off. Mais waouh, ok, oh là là, pardon, quoi. Ouais, tu sentais que le mec il était en train de faire ah tiens, avril, c'est après-demain, donc on va s'y mettre gentiment. C'est trop ça. Quand tu vois sa fin de match, tu fais oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué à jouer. Donc, non, LeBron, bon, qu'est-ce que tu veux. Pour l'instant, son surnom de The King lui va toujours comme un gant. C'est ça, il y a toujours... Après, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu as posé notamment la question quand on a fait le free flow avec Simon de sélection de joueurs. Et pourtant, tu vois, c'était pas le premier joueur qui était sélectionné. Après, on le sait qu'à la draft, c'est toujours une situation particulière. Tu vas prendre peut-être le joueur plus jeune ou plus athlétique ou quoi que ce soit. Mais tu vois, le côté King, on l'a encore et toujours. Je pense que les gens attendaient et attendent toujours le retour de LeBron Playoff. Où tu sais, où il passe en mode Dark 30, où il coupe les réseaux sociaux, où il passe en mode vraiment monstre. Mais il y a quand même eu, encore et toujours, cette histoire de Giannis, LeBron, avant qu'il y ait la blessure du KD aussi, est-ce que LeBron reste le meilleur joueur au monde ? Je pense que le débat pourra être vraiment enterré s'il y a playoff et que LeBron nous fait des playoffs stratosphériques. C'est clair que on va pas s'arrêter sur cette régulière pour partir sur ce genre de principe. On avait eu Evan à l'apéro en septembre qui nous avait dit c'est plus aussi évident que ça l'était. Ouais. Parole de joueur. Exactement. Et on sait que les paroles de joueurs c'est quand même important. Ouais.
et qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, hein, mais c'est important. C'est clair. Ils ont une vision que nous, on n'a pas du bord du terrain. Donc, moi, on a une vision que eux n'ont pas. Exactement. Bien sûr. Maintenant, il y a aussi la blessure de Kevin Durant. Je pense qu'on va forcément en parler à un moment dans cet apéro, donc je vais pas en parler juste maintenant. Mais du coup, pour faire la hiérarchie des ailiers, t'en as un qui vieillit et t'en as un autre qui potentiellement peut être considéré comme le meilleur poste 3 de la Ligue, hein, qui vient de se faire le tendon d'Achille et qui n'a pas joué de la saison. Ou même meilleur joueur au monde. Hein. Enfin, franchement, je veux dire, avant qu'il y ait tout ce bordel des playoffs 2019, la question de KD était là. Hein. Tout à fait, voilà. Donc, du coup, cette saison, c'est aussi ça qui est vachement intéressant dans la perf de LeBron, qui va sur ses 36 piges et qui a, comme on disait, un kilométrage absolument incroyable. Il est en train de nous montrer, pour l'instant, il peut encore scorer fort. Combien de temps ça va durer ? On sait pas trop parce que il peut. On sait pas trop. Mais ce qu'il est en train de nous montrer surtout, c'est que il peut contrôler le jeu. Oui, c'est exactement ça. C'est juste même en étant un petit peu moins dominant en termes de vitesse. Sur l'échiquier, il a encore trop de coups d'avance. Donc pour le coup, LeBron, c'est parfaitement géré. Je pense que évidemment, les fans des Lakers ou autres, donnez-nous votre avis sur la saison de LeBron. Mais en tout cas, en termes de return season, pas grand-chose à dire. Il y a un autre copain, par contre, qui est à Los Angeles et dont on va parler tout de suite dans le deuxième thème. C'est monsieur Kawhi Leonard qui a fait donc ses débuts chez les Clippers cette saison. Pas trop de Paul George, quelques histoires à gauche, des soirées le samedi dans les meilleurs bars d'Atlanta, comme on dit. Et oui, t'allais dire. Kawhi Leonard, Bastien, il est dans la discussion de qui c'est le meilleur joueur actuel de sûr. NBA. De toute façon, tu sais, c'est la théorie de l'instant. Hein. Donc en juillet dernier, c'était le meilleur joueur de l'existence de la planète. Hein. Non mais tu vois, il est dans la discussion. Oui, tout à fait. Clairement, entre KD, LeBron, Kawhi, le gars qui dit non, mais c'est Kawhi qui est le plus fort, il a des arguments. Oui. Je parle à l'instant T. Hein. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce... C'était pour revenir sur la question avant d'enchaîner sur Kawhi, c'est qu'en fait, il y a un vrai débat pour le meilleur joueur actuel de la Ligue, à l'intérieur du poste d'ailier un peu. Tu vois oui, bien sûr. Bon, il y a du poste 4 qui veut rentrer dans la discute. Hein. On en parlera la semaine prochaine avec le pote d'Athènes, comme on dit. Mais avec le poteau Gyros. Mais il est clair que Kawhi, dont on va parler maintenant, la question qu'on se posait et qu'on voulait vous poser, et on va en discuter ensemble, c'est notamment par rapport à la gestion de Kawhi en lui-même. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé à San Antonio dans la fin de son ère chez les Spurs. On a vu sa saison à Toronto qui était particulière, avec vraiment un load management particulièrement dense. Là, pareil aux Clippers, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le modèle Kawhi qu'on est en train de voir, où c'est vraiment une gestion vraiment très précise des minutes sur une saison régulière pour ensuite être à 4000% en playoff et marcher sur tout le monde, est-ce que c'est non seulement quelque chose de viable et surtout un modèle qu'on va voir qui va poursuivre Kawhi sur les prochaines saisons de sa carrière? Ouais, c'est une vraie question. Cette saison, Kawhi, 51 matchs, j'ai noté là sur les 64 des Clippers. 64, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était parti. Si tu loupes sa vingtaine. Oui, voilà, c'est ça. Genre 60, 63 matchs sur 82. Ouais. Ça fait pas mal de matchs ratés. Hein, ça fait presque un quart. C'est beaucoup. Et en même temps, on a bien vu que ça n'empêche pas forcément les Clippers. Tu vois, là, au moment où la saison s'arrête, ils sont deuxième à l'ouest. Hein, donc, bien sûr. L'effectif est là. Kawhi, s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'à chaque fois qu'il a été sur le terrain, franchement, il a plutôt envoyé du lourd. Ouais, pas qu'un peu, ouais. J'ai pas tellement eu la sensation de voir Kawhi ne pas vraiment envoyer du lourd à un moment donné sur des matchs qu'il a joué. Il y en a peut-être un ou deux, je les ai pas forcément. Mais sinon, c'est du Kawhi business. Si ça marche pas trop en attaque, il aura anéanti l'autre type en face. Ouais, et puis ça marche pas trop en attaque. Tu sais que c'est quand même de plus en plus. Enfin, ça arrive quand en fait? Ça arrive de moins en moins cette affaire. Ouais, 17 points, c'est une sale soirée. 17 points, ouais. Oh là là, ouais, c'est clair. Il en a pas fait beaucoup. Il y a Toronto, je crois qu'il l'avait bien tenu. Puis après, je sais pas trop. Toronto, je crois. Faudra regarder. San Antonio aussi. En tout cas, j'étais devant. San Antonio aussi. Je crois que quand il est venu à San Antonio, on lui a... Vous, avec votre défense, là, on s'est occupé de lui, je crois. Va checker, mais je crois que quand il est venu et que les Clippers sont perdus à San Antonio, je sais pas s'il avait fait un gros match, je crois que Paul George avait 26. Ah non, là, ils vous mettent plus 25, là. Ils vous mettent plus 25, donc ça doit pas être de. Il y a un déplacement des Clippers à San Antonio. À San Antonio, je le cherche, je ne le Une trouve défaite pas en janvier, je dirais. Je cherche pas comme il faut, c'est pas bien ce que je fais là. T'inquiète pas, tu te fais plaisir. Bon, ok, je vais changer
de technique. Dans tous les cas, oui, Kawhi, je te laisse chercher pendant ce temps-là. Monsieur Kawhi, oui, il y a ce modèle. Ouais, il y a une défaite 2-10, il est en 19-7-7, effectivement, c'est pas ouf. Ah. Mais c'est vrai que maintenant on le voit, il produit comme il faut. La gestion même, le fait que Toronto ait remporté le titre la saison dernière avec Kawhi MVP des finales n'a fait que valider sa méthode. Ça n'a que validé sa méthode. C'est-à-dire qu'il a dit, ok les gars, peut-être que vous êtes contre, que vous trouvez ça relou, mais il n'empêche que au final, ça marche. Qu'il y a une parade. Enfin, ça a marché une fois. Voilà, c'est ça. Vous avez la parade. Donc maintenant les Clippers, genre, rangez-vous en ligne les frères, parce que je ne débarque pas à Los Angeles pour essayer de jouer 82 matchs et arriver défoncé. Ça va être ma méthode, mon bordel, mon oncle, ma façon de faire. Exactement, donc les mecs ont clairement dit oui. Ils ont dit clairement oui. Ce qui est intéressant avec Kawhi, c'est qu'il vient, il impose un peu sa méthode, mais il a aussi l'intelligence, et je pense que c'est des discussions certainement avec Doc Rivers ou avec d'autres gens du staff des Clippers, il a aussi l'intelligence d'adapter un peu son jeu. Je veux dire, Kawhi, cette saison, balle en main à la création pour les copains. Mais il a trop évolué. C'est un cap. Bien sûr, il a évolué. On est d'accord. C'est pas LeBron encore, hein. C'est pas Doncic, c'est pas... Non. Oui, il est encore, c'est pas encore sa spécialité. Il a d'autres qualités évidemment, notamment la défense. Mais en termes de création pour les copains, les lectures sont devenues beaucoup trop violentes et précises maintenant. Pouah, attention. Hein. T'as les rotations maintenant, tu vois vraiment que c'est un cyborg, c'est-à-dire qu'il a lu 8 déplacements à l'avance. Et c'est vrai que du coup, ça crée des rebonds. Premièrement, et puis quand les mecs essaient de le doubler pour l'empêcher de pouvoir faire ses moves, parce qu'en un contre un, Kawhi, c'est relou. Puis au poste, l'autre, c'est il Jojo fait quasiment maintenant. toujours le bon choix. Hein. Bien sûr, au poste, maintenant, c'est devenu trop brutal. Considéré d'ailleurs de plus en plus comme étant le joueur le plus physique au poste de toute la ligue, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu un buff trop compliqué. Soit tu lui chopes une phalange qui fait à peu près la taille d'un enfant de 2 ans. Et puis en plus, en termes de taille pure, Kawhi, c'est pas vraiment une mismatch. Il a une taille à peu près normale pour un poste 3. Mais comme tu viens de le dire, il est plus puissant. Il n'y a pas tant de postes 3 que ça, finalement, qui peuvent vraiment se le fader au poste en un contre 1. Non. Et les mecs plus grands vont être trop lents. Enfin, il est très compliqué à défendre, Kawhi Leonard. Et là, je trouve qu'il en a vachement bien profité pour créer pour les copains. Non, bien sûr. J'ai beaucoup aimé ça. Ça, là-dessus, il a évolué. Par contre, tu vois, par rapport à la question que tu posais initialement, la discussion, Giannis, LeBron, KD, tout ça, Kawhi, qui est le meilleur joueur au monde, et bah tu vois, c'est très personnel, mais j'avoue que avant d'offrir ça à Kawhi, j'aimerais bien qu'il y ait un MVP de saison régulière. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus traiter la saison régulière comme Kawhi la traite. Très bien si c'est à son avantage et qu'il se retrouve à 100% playoff, super. Mais pour moi, le titre de meilleur joueur au monde, il ne passe pas juste par les playoffs. Il faut aussi que tu sois dominant d'octobre à avril. Je parle de très dominant. Et en l'état actuel, non, cette saison par exemple, je sais pas toi, mais moi je mets pas Kawhi dans mon podium par exemple des MVP. Tu peux le mettre si tu veux, très bien, en 3, 4 ou 5. Réfléchis, là, je fais un petit podium de MVP, là. Ah bah si tu veux, oui, dans tous les cas, tu auras LeBron et Giannis, et si tu veux, tu peux mettre Kawhi en 3, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est audible. Ça se discute. Ça se discute tout à fait, mais je veux dire par là, c'est que tu es d'accord avec moi quand même que c'est plus par discussion que par évidence. Oui, bah, moi, de toute façon, on en avait parlé, moi, quand j'ai passé Kawhi dans mon top 100 all-time. On en avait parlé et j'avais dit que j'ai une estime incroyable pour ce qu'il a fait en playoff, surtout l'année dernière. Le fait qu'il soit 2 fois MVP des finales, bon, j'ai dit ce que j'en pensais, mais effectivement, Kawhi, s'il veut asseoir sa domination, et peut-être il en a rien à foutre, il est juste là pour les bagues aussi, il a le droit. Hein. C'est ça. Effectivement, la régulière, en fait, ça peut lui jouer des tours. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de play-off pour l'instant. Donc voilà, on s'arrête là. Donc on peut que juger que 60 et quelques matchs. Mais imagine, les Clippers, ça débarque en play-off et ça bute, sur les Rockets, soyons fous, plus possiblement en tout cas en finale de conf sur les Lakers. Là, un paquet de gens pourraient dire, genre, voilà, en même temps, le load management, ça paye pas à chaque fois. Si tu fumes les Lakers, que tu vas après derrière fumer les Bucks ou je ne sais quelle autre équipe que tu retrouves en finale de NBA, donc ça veut dire que pour la 2e année consécutive, tu fais du load management, t'arrives en playoff et tu déboîtes la terre entière. Là, ce que je veux dire, c'est que l'absence de playoff ne va, en tout cas pour l'instant, pas permettre à Kawhi de valider ou pas vraiment sa théorie. C'est ça, c'est bien ce que je dis, ouais, tout à fait. Il faut passer aussi par la série régulière et ou surtout un modèle qui peut-être aura marché là 1 an, parce qu'il y a eu aussi un shoot qui a ricoché face aux Sixers, que soudainement Giannis et les Bucks qui découvraient les finales de conférence
ont aussi buté sur un Kawhi qui avait plus d'expérience. Donc, et quand tu as affronté les Warriors, je dis pas ça encore une fois pour enlever du crédit, mais Dieu sait si on a parlé des finales, en tout cas du parcours des Raptors. Leur titre est mérité et justifié, il n'y a pas de souci, mais il y a eu aussi un bel alignement des planètes. Et donc, il faudra voir comment ça va se passer pour Monsieur Kawhi, qui, en tout cas, je ne serais pas étonné, puisse imposer, comme il a imposé énormément de choses là récemment, et c'est tout à son honneur parce qu'on est dans une Players League dans notre ère, je ne serais pas étonné qu'au fur et à mesure que les saisons passent, ils disent non les gars, là demain soir je ne joue pas, ou après-demain je ne joue pas, je joue 60 matchs. Et si vous n'êtes pas d'accord, écoutez, je vais demander un transfert et je vais jouer 9 matchs la saison. Il ne pourra l'imposer que si ça marche vraiment. Bien sûr. C'est-à-dire que là ça a marché une fois, donc c'est incroyable, et c'est magnifique ce qu'il a fait. Là, on ne sait pas si on va avoir des playoffs, donc on ne va pas pouvoir juger sur une deuxième fois. Mais comme je le dis, si tu arrives en playoff et que ça passe pas, même si c'est pas de sa faute, ça lui retombera dessus quand même. Bien sûr, c'est tout le rôle des leaders. Malheureusement, exactement. Donc c'est tout le problème. Est-ce qu'il va être load managé à vie, l'autre on va bien voir. On va bien voir. Ce qui est sûr, c'est que ces problèmes physiques vont être suivis de très très près. Kawhi Leonard, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va être load managé encore et encore, ou est-ce qu'il existe un scénario dans lequel on voit Kawhi Leonard jouer 78 matchs minimum une saison à nouveau dans sa carrière? Ce sera à vous de nous le dire. Dans tous les cas, Alex, on va passer à un petit duel. Ouais. Oh là là, ce duel il est fort sympathique. Attention, fans de Boston, fans d'ailleurs, serrez-vous la ceinture, frottez-vous les mains. Nous allons mettre 2 joueurs en opposition. C'est un petit duel, il va falloir faire un choix. Si vous deviez prendre un joueur entre Brandon Ingram et Jason Tatum, sur qui partiriez-vous? Attention, Brandon Ingram, Jason Tatum, on a passé un cap cette saison. On est devenu All-Star, machine offensive exceptionnelle, pas que des scoreurs, ce sont aussi des joueurs d'une belle polyvalence, capables de défendre, de créer pour les autres, d'aller chercher leurs points de différentes manières. Pendant que Alex fait ses réflexions et son argumentaire, je continue à envoyer un petit peu les infos. Tatum, ça y est, on a passé le cap, on est devenu All-Star et c'est devenu vraiment le franchise des players des Boston Celtics. Du côté de New Orleans, on a vu ce qui s'est passé avec Ingram. Est-ce que c'est dû à l'absence de certains? Est-ce que c'est une grosse saison contextuelle, ou est-ce que c'est vraiment le talent qui explose et on aura l'occasion de voir le même type de production la saison prochaine avec Zion Williamson, Jrue Holiday et compagnie? Alex, sur qui tu partirais? C'est vraiment un interlude cette section. C'est pas facile. Tu as dit créer pour les autres. Moi, là, à aujourd'hui, je préfère Ingram dans ce secteur. Tatum a vachement progressé là-dedans cette saison. Ingram aussi. Oui, tout à fait. En fait. Et pour l'instant, je préférerais Ingram. Je pense Ingram un peu plus collectif au fond de lui que Tatum. Ah ouais, en termes de mentalité pure. Okay. Je pense par contre que Tatum a un plafond qu'on n'imagine même pas vraiment encore, en fait, tellement il est facile en attaque. Défensivement, ils sont pas faciles à départager parce ça que se joue, les deux, bien sûr. C'est pas des spécialistes, non. Mais c'est pas des feignasses. Ça bosse. Et ils ont été dotés par la nature pour défendre aussi. Exactement, les deux sont assez longs, mobiles et tout ce que tu veux. Enfin, c'est quand même des clients assez chiants quand tu dois attaquer dessus. Bien sûr. Moi, je prends Tatum. Ouais, je pense aussi. Et c'est pas contre Brandon Ingram, mais c'est le cap là qu'a passé Tatum. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand même dans ce qu'il a fait en pleine saison. En fait, Tatum est devenu a priori peut-être déjà le patron, mais le futur patron pour la saison prochaine d'une équipe qui est top 3 de l'Est, quoi. Oui, bien sûr. Mine de rien. Bien sûr. Ingram, magnifique saison, mais on a vu déjà, il va falloir qu'il s'adapte à Zion, et il va le faire, il va y arriver, il est intelligent, mais tu vois, et Zion va devoir s'adapter au jeu d'Ingram. Ils jouent tous les deux sur des postes, c'est pas les mêmes postes, mais ils vont jouer côte à côte. Donc il y aura des choses à trouver. Et deuxièmement, Ingram, il a fait tout ça dans des défaites quand même. Ouais. Pas des défaites, mais je veux dire dans un bilan nettement moins bon. Oui, après, pas la même conf, pas les mêmes coéquipiers, enfin je veux dire, pas la même structure, c'est différent aussi. Pas les mêmes blessures. Enfin je veux dire, il y a l'infirmerie de New Orleans, on n'a même plus besoin d'en parler tellement ça a été une galère. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que c'est très serré. Ouais. Perso, je partirais sur Tatum parce que en fait, je pense même intrinsèquement, j'ai l'impression que même si, au-delà des bilans, si on classait les... Je sais pas, que ce soit en règle NBA ou en règle Playground, j'ai l'impression que je prendrais plus Tatum devant Ingram. Mais sur un Playground, je suis pas sûr, moi. Bah, moi, j'avoue que je prendrais Tatum devant, mais après, ce qui est juste à surveiller, c'est cette capacité à pouvoir
cohabiter et tu as la sensation que Ingram a un tout petit peu plus de capacité actuellement. Ouais. Comme s'il pouvait cohabiter avec d'autres joueurs et qu'il puisse parfois être excellent de première option et parfois un très bon 2. Et que Tatum, tu as l'impression qu'il est vraiment fait pour être 1. Est-ce qu'il est capable dans une off night où ça va pas trop de continuer à contribuer? C'est toute l'option à voir. Pour les rejoindre, les Kawhi, Paul George. Ouais, moi ce que j'ai bien aimé dans le cap qu'a passé Tatum, c'est sa faculté, comme tous les grands scoreurs, quand le jeu vient pas à lui en début de match, il ne le force plus. Ça y est. Déjà, en fait. Il est déjà très jeune et déjà il ne le fait pas. Bien sûr. Ingram aussi. Force pas. Et Ingram aussi. Mais Ingram est plus au cœur du jeu en début de saison avec les blessures et le fait qu'il n'y ait pas Zion. Il est plus naturellement au cœur du jeu. À Boston, Tatum a connu des débuts de match où Kemba est un peu chaud. Jaylen Brown, en fait, il y a plein d'attaques où il ne voit pas le ballon, en fait, tu vois, le Tatum. Non, bien sûr. Et souvent, il attend, il est patient, et puis tout d'un coup, il y a un petit shoot ouvert, et puis après, pouf, il met un petit drive, et puis pouf, et puis en fait, tu lèves les yeux, et puis il est à 10 points. Voilà. Et ça, c'est souvent une marque des grands scoreurs, des immenses scoreurs. Il faudra voir en effet comment ça va se passer. Dites-nous qui vous prenez entre Jason Tatum et Brandon Ingram. La saison suivante sera-t-elle justement celle qui va séparer les deux garçons? Est-ce que ça va être Brandon Ingram qui va tout simplement emporter avec Zion les Pels encore plus haut dans l'Ouest, ou est-ce que Jason Tatum va aller nous conquérir la conférence Est? On est d'accord, ils ont le même âge. On est kiff-kiff. C'est ça, Ouais. On est kiff-kiff. Okay. Les deux boys de Duke, j'ai envie de dire, une petite université pas tout mal, si vous connaissez. Pas tout mal, qui a sorti quelques joueurs. Quelques joueurs de qualité, exactement. On va rester du côté de Boston pour le thème suivant. Évidemment, dites-nous ce que vous pensez sur le duel Jason Tatum-Brandon Ingram. On va rester à Boston pour parler d'un autre ailier qui parfois aussi a joué ailier fort, Monsieur Gordon Hayward. On a souvent critiqué notamment ce qui se passait au niveau de son salaire, de sa situation à lui. On a cet été une vraie décision à prendre. Est-ce vraiment une décision? Il faudra voir. Dans tous les cas, Monsieur Gordon Hayward, lui et Boston, est-ce que déjà on va revoir Gordon Hayward sous le maillot des Celtics? Et si oui, combien de temps les Celtics voudront le garder sous ce maillot? Franchement, la player option a combien? C'est 34 millions ou un truc comme ça? T'en bouges pas. C'est le premier trimestre, 34 millions. Player option un peu plus de 34 millions, ouais, là, Gordon Hayward. Il va la prendre. S'il la prend pas, là... À quel moment tu craches sur 34 millions? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il va la prendre. À partir du moment où il la prend, le choix est pas évident pour Boston. Parce que, en toute objectivité, ça va, Gordon Hayward, tu peux le faire jouer. Au début de saison, avant qu'il se blesse, il était très bon et il permettait notamment à Boston de bien démarrer. Il est polyvalent, il est joueur intelligent, il a quoi? Il a 28, 30 piges. Il est dans le prime, il défend, il attaque, il peut tout à fait shooter de manière très propre. Il peut vraiment jouer à côté de Tatum, à côté de Brown, à côté de Kemba Walker, avec Marcus Smart. Enfin, il est quand même vachement pratique, Gordon Hayward, intrinsèquement parlant. Oui. Le problème, c'est qu'il faudra le payer 16 millions, en fait, ou 18, quoi, tu vois, pas 34. Il est un peu là, le problème. Donc, du coup, moi, je pense qu'il va prendre sa player option. Et derrière, qu'est-ce que fait Boston? Est-ce que tu fais Nick? Je m'en fous. Il nous coûte cher, mais on a déjà les joueurs. On a Jaylen Brown, on a Jason Tatum. On va mettre une extension à Tatum, et elle ne va de toute façon kicker que la saison prochaine. Donc, Nick, on va pas s'emmerder à faire un trade qui va être un peu pourrave. On garde Gordon Hayward, on joue comme ça. Ou l'autre option, c'est quoi? C'est de trader, non? Enfin, moi, comment tu trades Gordon Hayward, quoi? Enfin, en fait, c'est ça qui me travaille un petit peu, c'est que on en avait parlé, je crois, dans la review des Celtics, c'est qu'avec ce qui s'est passé avec Tatum et les Celtics en deuxième partie de saison, cette espèce de révélation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées. Ou du moins que certains plans qui étaient visités ont été juste gommés pour en réécrire des nouveaux, encore plus ambitieux, encore plus optimistes, autour de Tatum, de Kemba Walker, Jaylen Brown, etc. Enfin, je veux dire, c'est magnifique ce qu'ils ont été capables de faire à 3 déjà. Et donc, comme on le répète souvent, et Dieu sait si Danny Ainge a été le premier à respecter cette parole, le futur en NBA, ça se compte en mois et pas en années. Et donc, est-ce que tu as envie de prendre un risque, c'est-à-dire là tu as cette espèce de fondation là avec Tatum, Brown, Kemba Walker. Tatum va prendre son extension.
Kemba a eu son contrat, Brown a eu son contrat. Ouais. Est-ce que tu ne forces pas justement la main, c'est-à-dire transférer Gordon Hayward pour au moins éviter que la merde dure trop longtemps. C'est-à-dire que l'été suivant, tu vois, par exemple, l'été suivant, là, tu te retrouves en position de pouvoir peut-être séduire d'autres personnes. Et là, du coup, il y a eu une saison complète avec les Celtics et tu peux voir comment séduire les autres. Oui. Parce que tu ne peux pas traîner le boulet le plus longtemps possible. Bah, quel boulet tu parles? Le boulet financier, là, tu parles? Ouais. Parce que sportivement, moi, j'ai pas trouvé que ce soit un boulet, comme je l'ai dit cette saison. Moi non plus. Gordon Hayward. Mais il a fait un bon début de saison. Financièrement, ouais. Bien sûr. En début de saison, il a fait son gros match à Cleveland. Il avait été productif, efficace. Et il rentrait bien dans la. Mais il a été propre. Hein. Mais bien sûr qu'il a été propre. Mais c'est juste. Dans le bureau de Danny Ainge, actuellement, est-ce qu'il se dit que là, avec Gordon Hayward dans l'effectif, il se sent suffisamment, entre guillemets, compétitif pour aller chercher des Toronto, Milwaukee, etc. Pour moi, c'est l'interrogation. D'accord, mais du coup, tu parles d'un trade. Et comment tu fais pour trader Hayward et être gagnant sportivement côté Boston? Tout dépend. Je veux bien que... Tout dépend de tes besoins. C'est pas simple. Hein. Tout à fait, mais tout dépend de tes besoins. C'est-à-dire que quand, par exemple, tout au long de la saison, moi je parle juste en rétroviseur et en rétrospective de ce qui a été discuté avec les fans avec les fans de Boston. Un intérieur, quoi. Que ce soit l'apport du banc, que ce soit notamment des options à l'intérieur, moi je crois pas qu'il y a des choses qui sont infaisables contre un gros contrat comme ça. Expirant qui plus est par la suite. Après, si ça se trouve, tu as envie de le garder parce que tu auras ce niveau de qualité qu'on connaît avec Hayward dans certains moments décisifs. Personne n'est étonné si, par exemple, la saison prochaine, tu as des moments où ça va pas trop pour Tatum, où tu as une blessure avec Jaylen Brown et tu es grave content d'avoir un Hayward qui produit. Tout à fait. Mais est-ce que c'est dans cette construction que Boston a envie d'être la saison prochaine? Je suis pas sûr, t'as raison. Moi, je suis vraiment pas sûr et je ne serais pas étonné qu'il y ait une sorte d'impatience du côté de Danny Ainge. Mais dans le cadre de cette impatience, moi, ce que je veux bien voir, c'est Ainge, on l'a déjà vu. Moi aussi, je vois bien Ainge pas être trop patient, ça, je suis d'accord. Mais je veux bien voir comment il fait pour trader le contrat de Gordon Hayward, certes finissant, mais donc financièrement, il y a moyen, tu vas trouver des gens prêts à dumper des trucs et tout, tu vas trouver. Par contre, je veux bien voir comment il fait pour être aussi compétitif. OKC est venu voir. Alors ça n'a pas trop marché, mais OKC est venu voir Atlanta en disant on vous file Melo, un pic futur et donnez-nous Dennis Schroeder. Pas de problème. Et il y a eu récupération de pic et un petit peu plus de cap dans la place puisque le contrat de Schroeder était un peu plus long. Et OKC avait une dynamique qui était compétitive. C'est-à-dire on se débarrasse de ce contrat et on a un bet de backup à la main. Bon, au final, ça les a pas menés jusqu'au titre, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des scénarios. Il y a des scénarios comme ça qui existent. Est-ce qu'ils sont tricky à mettre en place? Complètement. Est-ce que c'est difficile? Oui. Mais je pense... C'est possible qu'ils s'y collent. Hein. Mais je pense qu'il peut y avoir des équipes où tu dis, bon bah, vas-y. De toute façon, les mecs peuvent pas être contents de payer ce Gordon Hayward là 34 millions. C'est juste impossible. Donc évidemment, ils y pensent, ils y réfléchissent. Surtout quand tu vois Tatum et Brown, comment ils jouent. Après, tout à fait. Après, on sait aussi, parce que ça, Dieu sait si ça a été mentionné, que Hayward apporte cette stabilité, travail, équipe, cohésion d'équipe, etc. Parce qu'il met plutôt le nom à l'avant du maillot plutôt que celui à l'arrière dans ses préférences. Pas mal les joueurs comme ça. Donc c'est très très bien. Mais on en revient au deal. Le problème c'est son salaire. On en revient au deal. Je pose limite la question. 10 février 2021, Gordon Hayward est toujours à Boston? Oui. Pour moi, oui. J'ai l'impression que c'est trop dur à mettre en place. Je vois pas comment ils vont faire. Et puis en plus, je pense que sportivement, ils vont se dire, tu sais quoi, Nick, on va payer, tant pis. Il sera agent libre dans la fin de la saison. Mais là, en fait, pour faire tourner, que Hayward sorte du banc, que Hayward soit titulaire ou quoi, il va toujours t'être utile. Tu sais ce qu'il va te fournir. C'est un joueur d'équipe. Il prend des rebonds, il défend, il fait des passes, il peut mettre les trois. Enfin, il est quand même vraiment dans la NBA moderne. Hayward, c'est bien. Hein. C'est pas faux. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de Gordon Hayward à Boston. Est-ce que le divorce est inévitable et si oui, est-ce qu'il est imminent? Nous, on va changer de direction. Gordon Hayward qui a été All-Star par le passé. Là, on va parler de 2 All-Stars, même 2 Superstars qui vont être très 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 attendus. Vas-y. Paul George et Kevin Durant. Alors les deux dossiers sont différents. On en a un qui est vraiment... On a vraiment un qui a loupé toute la saison 2019-2020, un autre qui a été très très bon podium MVP la saison précédente et qui là sur celle qui est, on va dire en cours, a eu quelques soucis physiques. Mais en tout cas, ces deux ailiers vont être très attendus. Parlons d'abord de KD. On a déjà parlé dans la review. Quel joueur revient?
Un joueur pas mauvais, je pense, au basketball. Hein. Je pense que... Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour des analyses pertinentes. Des analyses très très fines. Ouais. Que Kevin Durant mette le ballon dans le panier. Non, mais c'est vachement... Moi, franchement, clairement... Je l'attends, j'ai tellement envie de voir, j'ai tellement envie d'être le moment où Kevin Durant va revenir jouer au basket, dans la review des Nets, t'en souviens, moi j'ai dit, il n'y a aucun autre joueur sur la saison 2020-21, à moins qu'il y ait un changement de ouf en NBA, il n'y a aucun autre joueur que j'attends le plus que Kevin Durant en 2020-21. Pour le sportif et pour tout ce qui se passe à Brooklyn. Je suis d'accord, exactement, surtout qu'en plus ils n'ont pas de coach là et tout, il y a tellement de trucs qui vont reposer sur lui, et son niveau, mine de rien 32 piges, hein, l'ami Keke. Mine de rien, tendon d'Achille, donc c'est pas ici. On sait que tendon d'Achille 32 piges, on sait que c'est quand même pas un combo génial dans l'histoire. Tout à fait. Après, de ce que j'en ai lu, visiblement, c'est en haut du tendon d'Achille, c'est un peu moins grave. Après, je vais pas faire mon médecin, parce que j'ai déjà fait une analyse fine, mais en gros, entre son physique, son style de jeu et le style exact de la blessure, il n'est pas impossible qu'on retrouve un Kevin Durant quasiment aussi fort que ce qu'il était juste avant de se blesser. C'est ça. Un petit ajustement dans le jeu, peut-être un peu moins de ce qu'on a vu à Golden State, où on avait vraiment une hausse de l'investissement défensif, où on l'a vu vraiment faire du chase down block, d'aller contrer les gars à l'arceau. Il y avait un peu ce côté kamikaze qui était un peu sous-estimé chez KD et qu'on a vu à Golden State. Exactement, les appuis en attaque aussi, peut-être qu'il va peut-être moins crosser, moins faire le malin et tout, enfin moins vu l'intelligence, compris. Tout à fait, vu l'intelligence de l'attaquant, le mec qui va faire excuse-moi, je fais 2m35 plus je dis en gros 2m13 avec une longueur de bras folle et personne peut me contrer dans l'histoire de la NBA. Et si j'allais m'abonner au Post en fait, et je parle pas du New York Post, le one leg fade away, je le fais mieux que Dirk. C'est ça. Est-ce que en fait, attention, il y a des fans de Dallas qui vont venir te chercher chez toi. Qui viennent, il y a pas de problème. Oh là là, attention. Mais pour le coup, c'est vrai que KD, tu as le sentiment que l'attaquant est trop intelligent pour ne pas avoir la même production. Elle sera juste répartie différemment. Ouais. Mais je suis d'accord. C'est tellement au-delà du jeu en fait. C'est tellement ce côté. Tiens, il est là le leader des Brooklyn Nets. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Sur le plan sportif pur, technique, peut-être que KD va... On oublie quand même qu'il était quand même très rapide et assez explosif pour sa taille. Peut-être qu'il va l'être un peu moins parce que c'est le genre de blessure quand même qui te calme. Tellement intelligent comme joueur pour compenser. Mais l'intelligence, la qualité technique, le côté létal du shooter-scorer, moi, je m'inquiète pas trop pour sa production statistique, tu vois. Par contre, effectivement... le challenge là, il est réel. Le challenge est réel parce que Kevin Durant a échoué entre guillemets à OKC en tant que franchise player. Je dis échoué, c'est un grand mot. Je considère pas ça comme un échec pur. Disons, il n'y a pas eu de bague. Il n'a pas atteint l'objectif maximal. Voilà. Ensuite, il a fait 2 bagues, 2 fois MVP des finales avec les Warriors. Les Warriors de Stephen Curry, pas les Warriors de Kevin Durant, désolé. Et là, par contre, ce sont les Brooklyn Nets de Kevin Durant, t'es d'accord ? Bien sûr, j'aime bien Kyrie Irving. Mais non, mais c'est pour ça que c'est fascinant. Voilà. Et là, les Brooklyn Nets de Kevin Durant, quelle gueule ils vont avoir ? Déjà, on connaît pas le coach. Ensuite, Kyrie, il a été blessé. Je pense. Ouais. Non, c'est clair que c'est assez saisissant et bizarrement, tu vois, il y a une espèce d'optimisme. Je sais pas pourquoi je me dis, j'essaie d'être optimiste parce que KD est quand même passé par toutes ces épreuves, ces galères, etc. Et il a quand même côtoyé vraiment il a côtoyé des leaders. Genre ça y est, c'est bon quoi. S'il n'arrive pas à être leader là après avoir enchaîné du Team USA, du Warriors, des échanges avec LeBron, etc. S'il n'arrive pas à vraiment contrôler son équipe et à comprendre les nuances de la gestion quotidienne. Bon à ce moment-là, il va y avoir d'autres types de débats et crois-moi, ça va devenir très taquin. Gestion médiatique aussi. Exactement. Parce que moi, ça m'étonnerait pas, par exemple, que si la saison prochaine, tu regardes, on vient de parler de Tatum, bête de saison de Boston, ils sont 2e à l'Est et Jason Tatum est à 29 points de moyenne. Je dis nimp, mais c'est totalement envisageable. Et que Kevin Durant est à 28 points de moyenne chez des Nets qui sont 4e à l'Est ou 3e à l'Est, il y a des gens qui vont te mettre Tatum devant Kevin Durant, quoi. C'est une réalité qui existe. Ça va commencer en plus avec l'âge ne va pas dans le sens de Kevin Durant en plus. C'est ça. Et il faut faire gaffe à ça parce que ça peut aller tellement vite en NBA. On est là genre oui, KD, Tatum, enfin. Mais Kevin Durant,
est clairement pour moi au devant du plus gros challenge de sa carrière. Ah bah bien sûr. 32 ans, retour d'une blessure de ouf, franchise énorme marché, potentiel pour parce qu'il y a le côté aussi de l'autre côté. Hein. Si les Nets sont premiers de l'Est dans le sillage d'un Kevin Durant surnaturel là. Si les Nets sont devant les Bucks avec KD qui fait un retour de tendon d'Achille, attention LeBron. Hein. Attention LeBron, attention tout le monde. Attention tout le monde. Hein. Ouais, attention tout le monde. Je te le dis moi. Le classement all-time il bouge. Oui. Il bouge vraiment en fait. Enfin, faudra aller jusqu'en juin, tu sais. Non, mais il faudra. Mais oui, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Là, on parle que du négatif entre guillemets, mais parce qu'on a encore le côté snake en tête et tout. Mais il faut aussi voir le côté genre intrinsèquement parlant. Clairement l'un des attaquants les plus ouf de tous les temps. Non, bien sûr. Voilà, après chacun mais qui veut tout ça, blablabla. Mais donc si il y a une réussite collective avec de la production individuelle dans un gros marché comme les Nets qui sont en chien de succès NBA depuis quand même un bail, hein, tu vois, genre c'est pas comme si les Nets c'était une franchise dominante des 10 dernières années, hein, tu vois, genre attention. Même des 20 dernières années. Donc, de toute façon, un titre à New York, c'est tout. Enfin, je veux dire, j'aime bien les Knicks, mais juste un titre à New York. Mais un titre à New York, juste ça, déjà, les mecs, ils vont partir en couille parce que si tu réalises ça, tu deviens sénateur, en fait, déjà de base. C'est-à-dire que les mecs te regardent et ils te disent, oh putain, ça y est, tu fais partie du gouvernement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc non, c'est clair que ça va être un énorme challenge et c'est ce qui fait que moi, vraiment, c'est le joueur que j'attends le plus, quoi. Il y a. T'as le sentiment que c'est... Moi, en tout cas, actuellement, c'est plus 51-49, quoi. Genre, j'ai un tout petit peu d'optimisme, mais il y a une part de moi qui me dit genre, holy fuck, genre, il y a tellement d'éléments qui sont faits pour que ça ne marche pas. Le challenge est réel. Le challenge est énorme. Non, mais c'est énorme comme montagne. Ouais. Là, faut vraiment que Kyrie soit à carreau, hein, vraiment. Ah, ça déconne pas. Que l'équipe soit bien articulée autour d'un bon coach... Et que ça galère au niveau des Bucks et des Sixers, etc. Oh là là là. Ouais, attends. Il faut passer. Tu vas pas faire les demi-finales et on va faire genre quelle belle saison de Kevin Durant. Exactement, mais je veux dire, Kevin Durant fait quand même partie de ce genre de joueur qui te gagne grave des matchs. On est d'accord là-dessus. Donc effectivement, t'as raison. Si t'en as d'autres comme ça. Non, mais du coup, tu vois, genre, moi, les Sixers, je les aime beaucoup, les Bucks, je les trouve énormes, Celtics, Raptors, tout ça. Kevin Durant peut tous les fumer. Tous. C'est tout à fait possible. Surtout avec du Jarrett Allen dans la raquette, avec des extérieurs intelligents autour de lui, un meneur, genre Kyrie, c'est quand même un mec fort qui peut prendre des matchs à son compte et tout. T'as des éventuels Dinwiddie, Levert, enfin, putain, il y a du talent dans cet effectif de Brooklyn, autour de Kevin Durant, tu vois. Là, moi, j'ai plus envie de te suivre, c'est plus déjà, qui va coacher ça ? Et en deux, genre, quel genre de leader c'est vraiment KD en fait ? À 32 piges là. Tout le monde me suit. Allez, on y va, j'ai plus d'excuses. Let's go. On y va. Pourquoi pas. Moi, je pense qu'il pourrait. Je pense qu'il pourrait parce que le compétiteur est vraiment. Le compétiteur, j'ai pas de doute. Le compétiteur, et souvent le compétiteur peut prendre le dessus, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de. Allez, j'ai une toute petite dose d'optimisme, j'avoue. Et toi, optimiste, pessimiste ? Oh, j'y crois. Moi, j'y crois. À partir du moment où ça revient bien physiquement et qu'on retrouve un KD mobile, donc qui peut scorer, j'y crois. Nous sommes d'accord. Monsieur Paul George, on en parlait là juste en préambule. Différents retours, évidemment, mais c'est quand même un vrai retour qui est attendu la semaine prochaine, la saison prochaine, puisque tu as quitté le Thunder, tu es arrivé aux Clippers. La saison était un petit peu en montagne russe, parfois présent, parfois absent, pas là pour le début de saison. Et un peu, encore une fois, comme tant d'autres, parce que c'est la culture du moment aussi, un peu délaissé dans la discussion des ailiers. Il y a 1 an et demi, top 3 joueurs de NBA dans le classement MVP, et puis cette saison, on est là, Tatum, Ingram ou Paul George, et puis il y a des débats. Donc, ouais, c'est ça, je trouve qu'on a vite oublié Paul George, moi perso. Beaucoup trop. Et donc en fait, il y a moi, j'ai bien hâte de voir à quel point lui aussi, qui a cette soif de bagues, de titres, et qui a un vrai gars à côté de lui qui peut l'aider à y aller, peut enfin comprendre quelles sont les petites missions dans lesquelles il va exceller pour aller le plus loin possible. Je suis d'accord, il y a de ça. Il y a aussi le fait que, tu vois, Paul George, cette saison, tu me dis si je dis de la merde, hein, il n'a jamais été à 100% cette saison, Paul George. Non, bien sûr. Il a joué 40... bouge pas. Attends, je vais l'avoir là. Non, mais jamais. Il a joué 42 matchs, lui, sur les 64 des Clippers, donc 2 tiers. Il a jamais été à 100%.
Il y a eu plein de fois où il y a eu plusieurs fois où il a joué. Il n'y avait pas forcément Kawhi, mais il a aussi joué à côté de Kawhi. Donc forcément, il joue à côté de Kawhi, donc il n'est pas le leader offensif de l'équipe. Malgré ça, il shoot à quasiment 40% de loin. Il met 21 points, il prend 6 rebonds, il fait 4 passes d'aise, Paul George. Ouais. Ça veut dire que le Paul George pas bon, plancher, entre guillemets, c'est ce qu'on a vu cette saison. Tout à fait. Là, il était donc, là, il moi, pionçait. Là. C'est ça. Donc, il faut aussi rappeler ça aux gens. C'est-à-dire que... Bien sûr. Parce que quand je disais de là tout à l'heure, je dis ouais, on l'a vite oublié, c'est parce que il a fait une saison un peu que je considère comme son plancher en fait, qui est une saison qu'un paquet d'ailiers voudrait bien faire. Non mais bien sûr. Après, un paquet, gros paquet. Numériquement aimerait. Après, on sait aussi que numériquement et l'impact c'est deux choses. L'impact. Mais moi j'ai trouvé il y a eu des matchs, il a eu de l'impact. Après il y a eu trop de matchs où effectivement. C'est juste qu'il n'y a pas eu de continuité. Ouais, t'as pas eu de sentiment de semaine Paul George quoi. Il n'y a pas eu de Paul George double joueur de la semaine. Oh my God. Il n'y a pas eu la sensation. Mais c'est aussi parce qu'il sort d'une saison l'année dernière. Mais laisse tomber aussi. Oui, tout à fait. Tu vois, il y a vraiment un côté genre très violent en termes de sensation visuelle. Quoi. Bien sûr, c'est bien pour ça que la saison prochaine, ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'un gars comme ça qui peut revenir à 100% à côté d'un Kawhi où il peut vraiment remontrer qui il est, à voir parce qu'il y a un côté vraiment flippant je trouve qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de voir On l'a vu une fois ou deux. Clippers. On l'a vu une fois ou deux. C'est quoi le match où ils défoncent tous les deux c'est les Rockets. Ça. C'est les Rockets, voilà, c'est ça. C'est les Rockets qu'ils ont totalement... Là, on a fait oh là 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 là. Voilà, quand ils s'y mettent, c'est mort. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, là, pour le coup, en termes de duo polyvalent plus les deux côtés du terrain, putain... Non, mais c'est pour ça. Kawhi Leonard, c'est pour ça. C'est chaud. C'est pour ça que de l'avoir lui dans une dynamique de je dois gagner une bague au-dessus de beaucoup d'ailiers, tu vois, genre Tatum, tu peux te dire t'as le temps, Ingram t'as le temps, mais Paul George t'as le sentiment que genre c'est là. Ce qu'on veut, c'est un Paul George qui profite là, malgré lui, il est à la pause là, donc qui profite de tout ça pour bien se remettre tout, l'épaule, le genou, la cheville, le machin, le truc, le bidule, et que ça démarre, que ce soit une reprise de saison avec de 2019-20 ou direct en 2020-21, on veut un Paul George genre au taquet, en mode genre Kawhi et moi, c'est le duo le plus inarrêtable de la ligue. C'est ça. En opposition. Ils en ont les moyens. Et ils en ont totalement les moyens, tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez sur les retours de KD et de PG, qui sont tous les deux évidemment très différents, mais dans deux conférences différentes, avec un statut de superstar à retrouver. Un petit plan à 3, tiens. Cool. Ça te dit ? Magnifique. Eh bien, vous le savez, le plan A3, non, ce n'est pas quelque chose de crypté qu'on va vous balancer tout de suite. Nous allons prendre 3 joueurs et il y a un joueur que vous allez mettre en titulaire, un joueur que vous allez mettre en remplaçant et un joueur que vous allez cutter. Nous sommes chez les ailiers. Alex, je vais te donner quelques secondes, une bonne minute pour réfléchir. Nous sommes sur un plan A3 avec TJ Warren, Andrew Wiggins et ton buddy Kelly Oubre des Suns. TJ Warren, Andrew Wiggins, Kelly Oubre, qui vous mettez en titulaire, qui vous mettez en remplaçant et qui vous allez renvoyer chez Pôle emploi. Attention, 3 joueurs très différents. Kelly Oubre, belle explosion cette saison à Phoenix après avoir fait des beaux débuts la saison précédente. TJ Warren, excellente adaptation du côté d'Indiana. Toujours autant de scoring et de capacité à get buckets. Et Andrew Wiggins, toujours des points marqués, mais quid du potentiel, comment faire, l'attitude, etc. Qui on veut dans son effectif. Alex, ton plan A3, c'est quoi ? C'est pas facile. Je pense quand même, je titularise Andrew Wiggins. Non. Si. Oh. Non. Si, quand D'accord. même. D'accord. Et en remplaçant, t'as qui ? Quand même. Kelly Oubre. Pourquoi je cut TJ Warren ? Franchement, je l'aime beaucoup. J'étais dégoûté quand Phoenix l'a filé contre 2 t-shirts et un Twix au Pacers. Ça m'a saoulé. Contre une promesse après, de TBNL. On m'a dit oui, mais c'est obligé pour pouvoir signer Ricky Rubio. Je fais ok, bon, bah super. Bon rabat. Génial. Ouais. Que les mecs qui étaient là, genre oui, bon, TJ Warren, il peut mettre 18 points par match dans son sommeil. À 12 millions l'année, à combien déjà ? En plus, il a un contrat. Ouais, c'est ça, 10-12. Ouais, non, il y a un super contrat qu'on lui avait fait signer à Phoenix. C'est vrai qu'il a ce petit côté un petit peu unidimensionnel. Encore que je trouve que cette saison au Pacers, il a quand même montré. C'est pas un défenseur de génie, c'est un bon intercepteur. Et c'est un joueur de rôle, c'est un role player qui score et qui peut défendre de manière honnête. Il y a beaucoup de Rudy Gay en lui. Il y a beaucoup de scorer, Gay, c'est un bon comparo, ça. de scorer et tiens si je pouvais scorer. C'est-à-dire que si
Et on en a parlé combien de fois sur cette chaîne, et notamment sur le site de Trash Talk. Si le but vraiment du basket, bon, c'est certes de scorer, mais si tout ce qu'on regardait c'était le scoring, TJ Warren serait Hall of Famer. Vraiment, il serait genre. Tu lui dis, TJ Warren va me mettre 25 points ce soir, tu sais qu'il pourrait faire ça. Moi, je serais pas étonné qu'un jour, là, par rapport à son âge, s'il arrive dans la trentaine et qu'il arrive dans une équipe complètement flinguée et qu'il est l'option offensive numéro 1, TJ Warren a 25 points de moyenne, ça, vraiment, je sais pas toi, mais moi, ça me surprendrait même pas. Parce qu'il a tout ce qu'il faut en provocation. Hein. Et puis il est propre. Il est propre, il est patient, il provoque bien les lancers, il a toutes les nuances du jeu, donc il peut. Mais je suis d'accord sur le côté unidimensionnel, c'est que TJ Warren, création pour les autres. Lockdown. Rebond. Il a un cran en dessous, bien sûr. Et c'est pour ça que je mets Wiggins en 1. C'est un des joueurs qui me frustre le plus depuis qu'il est en NBA, hein, Andrew Wiggins. Son talent pour moi est absolument indéniable. La friabilité de son mental également. J'ai très très hâte de le voir, j'espère, dans un contexte warriorisé avec des gros leaders et des gros mecs. Il va pleurer avec Draymond. Comment ? Il va pleurer au bout de 2 semaines avec Draymond. Peut-être qu'il va pleurer, mais peut-être qu'il y aura tonton Stephen et tonton Clay pour lui montrer aussi d'autres choses dans la vie qui peuvent lui faire passer des caps. En termes de talent pur, je le prends devant les deux autres sans hésiter. Quand même. J'adore ce qu'a fait Wave Papi, Kelly Oubre. C'est mon titulaire. Il m'a fait kiffer de ouf, mais je l'adore en 6e homme. C'est mon titulaire, mon cher Alex. Il peut être génial, Kelly Oubre. Ah ouais, c'est ton titulaire. Non, mais il est cool. Hein. Attends, mon plan à 3. Alors, attends, juste par rapport à ton plan à 3. Il est fort. On coupe tous les deux TJ Warren, je suis d'accord. Mais je prends. Toi, tu fais titulaire Kelly Oubre. Moi, je prends titulaire Kelly Oubre et Andrew Wiggins sur le banc. Parce que je n'en peux plus en fait j'en peux plus de ce côté molasse d'Andrew Wiggins. En fait, toi, c'est contre Andrew Wiggins, toi. Ah, complètement. Moi, c'est une punition. Et je ne peux pas aller jusqu'au cut. Mais je trouve vraiment que Kelly Oubre, putain, il a passé un cap. Déjà pour le kiff, déjà il est au-dessus des deux autres, mais alors toute l'année quoi. Si je pouvais avoir 40 minutes de Kelly Oubre, je le prends tous les jours. Wave Papi. En termes de kiff, il y a pas photo. Les Valley Boys, on les veut tous les jours. Mais après, c'est un Gérard. Exactement. Et en plus, il a le côté Gérard, mais il s'est vraiment adouci dans certains aspects du jeu, qui en fait vraiment un ailier très complet aujourd'hui en NBA. Et franchement, j'adore on parle de potentiel et de talent d'Andrew Wiggins. Ouais, si on dit que la jauge d'Andrew Wiggins de talent, elle est à 100, on va dire qu'il est peut-être à combien ? À 60 d'utilisation. Kelly Oubre, si son talent s'est monté à 100, il est bien monté à 85. Et je respecte beaucoup plus un joueur qui essaye de péter son plafond et aller jusqu'au bout, plutôt qu'une molasse qui essaie de satisfaire du minimum, quoi. Je suis d'accord, surtout que Kelly Oubre, quand il a été tradé des Wizards à Phoenix en milieu de saison 18-19... Mais ça a impacté direct. Moi, j'ai grave kiffé sa deuxième partie de saison à Phoenix. J'étais là genre cool et tout machin. Quand on a fait les previews, j'étais de ceux qui disaient putain, c'est un bon contrat en fait, Kelly Oubre, 15 millions à saison. Tout le monde est content, c'est du win-win, 2 saisons, tu vois, genre pas de pression long machin. Bref, et là, il nous sort la saison, vraiment une belle saison. Et j'ai hâte de le voir en playoff avec Booker en fait quoi. Je crois qu'il y a eu une coupure son là. À un moment, t'as parlé de playoff et les Suns, j'ai pas compris. Non, mais voilà. Par contre, voilà, je garde quand même mon Wiggins. Désolé. Ça me fait rire. Les fans des Wolves et les fans des Warriors, je suis désolé. Votre 6e homme s'appelle Andrew Wiggins, il est canadien et casse les couilles. Voilà. Autant être très clair. Et d'ailleurs, en parlant de casse-couilles, après nous avoir dit qui vous avez dans votre plan A3 entre Kelly Oubre, TJ Warren et Andrew Wiggins, Alex, je te propose un défi de 24 secondes. Vas-y. Nous sommes sur toujours les joueurs qui cassent les couilles et je vais te laisser réfléchir à une grande question. Que va faire DeMar DeRozan cet été ? C'est la grande question sur laquelle on va se positionner avec DeMar DeRozan, qui a un contrat avec une belle option à peut-être laisser de côté ou peut-être la prendre chez les Spurs. Mais lol. Attention, tu vas avoir une réponse en 24 secondes. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt, ouais. Allez, running gag, 3, 2, 1, top chrono. DeMar DeRozan va prendre ses 27 et quelques millions de player option sans hésiter la moindre seconde. Par contre, vraiment, sincèrement, je vois bien les Spurs le trader, moi. Moi, je maintiens mon idée de bouton rouge chez les Spurs. Je la maintiens et je pense qu'elle passe par un trade de DeMar DeRozan en échange de un joueur ou deux, plus des tours de draft. Est-ce qu'il est là encore le 1er janvier 2021 ? Non. Waouh, 24 secondes. Mais c'est un bête de cadeau de Noël, ça. Toi, t'es généreux aujourd'hui.
Bah moi je pense qu'il va y avoir une intersaison à un moment ou un autre. Et ben moi je pense que pendant cette intersaison, moi je suis les Spurs, je me bouge le cul, je fais voir un peu tout le monde là, je vais voir allez les gars, oh, contrat finissant, DeMar DeRozan, il est encore très fort, t'as vu un peu, il était All-Star tout ça. Enfin, il était pas All-Star mais presque. C'est pas faux. Enfin bref. M'a compris quoi. Eh bah écoute, je vais 22-6-6, 22-6-6, 22-6-6, mon gars, c'est une assurance. Let's go. Prenez-le à fond. Ouais, non, moi je pense qu'il y a un bouton rouge qui va être enclenché chez les Spurs, donc. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi en tant que. Toi, tu vas faire tes 24 secondes là ? Exactement, je vais faire mes 24 secondes sur DeMar DeRozan et sa décision de société. 3, 2, 1, top chrono. L'important c'est la continuité, donc quitte à faire de la merde, autant y aller jusqu'au bout. On va prendre l'option, comme ça on va prendre l'oseille, c'est normal, c'est logique. Je peux pas lui en vouloir, il est là sur la table, il faut le prendre. Mais. Je n'irai pas jusqu'au bouton rouge, parce que sinon il est trop global, mais je le vois bien partir à la trade deadline suivante, quelle que soit la date. Si la saison est décalée et que c'est en avril-mai, genre, ou si c'est en février prochain, à ce moment-là, je le vois partir. Mais je sens quand même que je me fais le nouvel an avec DeMar DeRozan dans le rétro, et rien que ça me déprime. Donc voilà, on va se le faire. Ok, d'accord. Disons que tu es plus optimiste que moi sur le transfert de DeMar DeRozan. Bah, moi je pense que je suis le management des Spurs, je pense qu'il a plus de valeur cet été. Ouais, je pense qu'il s'est fait afficher là un peu quand même. Affiché par qui ? Où ça ? Bah genre ça va quoi. C'était bien à Toronto et tout, mais genre ça va. En fait, t'es peut-être le meilleur joueur d'une équipe qui arrive pas à aller au playoff à l'Ouest, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que c'est ça, DeMar DeRozan. Tu vois, je trouve que c'est une vision très spursienne, ça. De quoi ? De DeMar DeRozan. Je comprends qu'il est énervé le côté. Non, mais c'est un running gag, les Spurs et tout. Ouais, non, mais du coup, je pense que d'autres équipes vont avoir une vision complètement différente et que, as soon as nos amis des Spurs, ils le mettent réellement sur le marché des transferts, ça part. Eh bien, écoutez, et il y aura des contreparties correctes en face. Eh bien, je prends Sekou Doumbouya et Christian Wood, fan de Détroit, si vous le voulez, contre Monsieur DeMar DeRozan avec son futur contrat. Christian Wood, je veux bien le prendre. Ou sinon, à Orlando, je vous prends juste Jonathan Isaac et Wesley Iwundu. Et je vous envoie ça dans un package avec un sticker. Go Spurs, go. Mais moi, je pense que ce sont des trades qui sont envisageables et que les Spurs vont accepter des trucs comme ça et qu'il y aura des équipes en face pour le prendre. Parce qu'en fait, tu vois, tu viens de citer Orlando. Bah, tu rajoutes un vrai mec 2-3 à côté de Vavan plutôt que d'avoir ou du Gordon ou du Isaac. Je pense que tu améliores considérablement l'attaque d'Orlando. C'est pas faux. Et que du coup, t'es pas 8ème à l'Est, t'es peut-être 6 ou 5. Et c'est comme ça que tu te fais sortir au premier tour, évidemment. Tu progresses. Tu progresses. Tu te fais sortir par Brooklyn, mais t'es content. Je pense qu'il y aura des équipes qui vont y croire à ça. Oui, bah bien sûr. Allez-y, croyez, écoutez bien Alex, si vous êtes fan de DeMar DeRozan, c'est très important de le récupérer dans son équipe. Du coup, dites-nous ce que vous pensez de l'avenir de DeMar DeRozan et sa décision cet été. Alex, moi je vais poser une autre question assez rapide. Il y a des ailiers jeunes qui sont en train de se développer en NBA, il y a ceux qui ont passé le cap, vraiment les Tatum Ingram, etc. Mais il y en a aussi d'autres où on essaie d'anticiper, se dire est-ce que eux ils pourraient passer un cap par la suite et qu'on va suivre de très près. Cedi Osman, Darius Bazley, OG Anunoby ou un autre, est-ce qu'il y a un ailier comme ça que toi tu as dans le viseur et tu dis son développement, même ses coups, son développement m'intéresse pas mal, j'ai très hâte de le suivre. Je prends pas ses coups ici parce que sincèrement ses coups je le vois plus un avenir au poste 4 personnellement. Ouais, ça me va. Mais bon, voilà. Sur les postes 3, il y a l'évidence Anunoby, mais j'ai envie de parler de Cedi Osman. Allez. Moi, j'aime bien Cedi Osman. Je le trouve bon. Je le trouve efficace. Je le trouve avec la bonne mentalité. Je pense que Cedi Osman, c'est un joueur qui a un avenir long en NBA, sans jamais vraiment forcément devenir... un monstre ou un tueur ou une option numéro 2 ou 1 d'équipe, tu vois. Par contre, je pense qu'il peut devenir genre l'ailier que t'es trop content d'avoir dans une équipe qui va loin, qui est sérieuse. Ça, c'est possible, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il mettra 12, 13, 14, 15 points, tu vois, du rebond, de la défense. Il va taper dans le dos de ses coéquipiers, il va mettre l'ambiance. Mettre à C3 quand il faut mettre C3 et tout. Sûr. Moi, j'aime bien Cedi Osman. Je trouve qu'aujourd'hui, il est dans une situation pas si simple à Cleveland, avec 2 bouffeurs de ballon sur les postes de guard qui sont en plus tous les 2 des meneurs. Enfin, on a suffisamment parlé de Cleveland. Une raquette bizarre. Enfin, bon, il y a plein de trucs bizarres, mais je pense que dans l'absolu, Cedi Osman est un très 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 bon joueur à avoir dans son équipe. C'est clair que dans un autre système, il pourrait être encore mieux mis en avant. Et Gordon Hayward en un point moins fort et encore faut voir. Ce genre de profil. Oula, ouais.
qui sait un peu tout faire, qui rentre ses tirs, qui défend, qui attaque, et t'as l'impression qu'il est pas athlétique, en fait, il est athlétique. S'il arrive à live up jusqu'à cette comparaison... s'il arrive à monter jusqu'au niveau de Gordon Hayward, c'est magnifique. Je te parle dans le profil, moi. Oui. Dans le style, tu vois, dans le... Comment dire ? Ouais, voilà, dans le profil et le style. Je vois. C'est pas faux, il y a de ça. Il faudra voir comment Cedi Osman se développe. Dans tous les cas, c'est clair que Cleveland devra nous montrer à quel point ils tiennent à lui. Et est-ce qu'il sera dans la construction long terme ? Ce serait assez intelligent vu les choix qu'ils auraient fait. Ouais, tu le gardes. Tu dis genre, vas-y, c'est bon, on a fait nos bêtises sur le poste de 1-2. T'as tes 30 minutes par match, ton mec il est polyvalent, il te fera jamais chier. Ça va. Moi j'aime beaucoup Cedi Osman. Après, il est un petit peu plus vieux que les deux autres. Oui, voilà, c'est ça, dans le truc quand même. Moi je suis très intrigué par Darius Bazley. J'ai une espèce de coup de cœur. J'en avais parlé dans la review du Thunder, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'hallucine avec ce garçon. C'est très bizarre. Je sais pas trop. En fait, est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est lui ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la saison ou est-ce que c'est lui ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de très, très licorne avec lui. En tout cas, sur la saison rookie, il a effectué des séquences auxquelles je ne m'attendais vraiment pas. Je suis d'accord. J'ai vraiment vu du pick and roll où c'est lui qui roule. J'ai vu du pick and roll où c'est lui qui crée. Du shoot à 3 points dans le corner, défendre sur 4 postes différents, prendre des passages en force, défendre verticalement en protection, et après faire des conneries de jeunes enfin je sais pas, il a 13 ans et demi, hein, mais voilà. Ils font quelle taille ses bras lui là, parce que... Et pareil, c'est bizarre, on dirait Tayshaun Prince qui a pris vraiment la conf en attaque. Disons que lui, si ça veut rigoler en attaque, techniquement, en termes de lecture et tout, vu son physique, ça peut devenir un truc vraiment de ouf, hein, ça, je suis exactement, vraiment relou. Il y a quelque chose qui me fascine, et vu qu'il y a moyen, vu comment ça se passe, il y a moyen qu'il se tape toujours les entraînements avec Chris Paul, Gallinari, on va voir, en fonction de sa situation, etc. Il est dans un bon cadre pour se développer, et je sais pas, ça me fascine. Parmi les gars que j'attends le plus la saison prochaine, Darius Bazley, parce que il peut peut-être un peu forcer les choses à OKC et dire non, en fait les mecs, vous prenez pas la tête sur le poste 3, c'est moi. Genre en fait c'est sûr et certain. Arrêtez avec vos André Robertson, Terence Ferguson, Hamidou Diallo et votre espèce de discussion pour savoir. En fait non, c'est vraiment moi qui vais être le poste 3 qui vous mettra, je sais pas, peut-être 13-14 points, de la grosse défense et qui va faire lever le public. Du spectacle de temps en temps, voilà exactement. Il m'intrigue évidemment. Cedi Osman pour Alex, Darius Bazley pour Bibi, évidemment, OG Anunoby et d'autres joueurs peuvent être mentionnés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez là-dessus. On termine évidemment avec une petite conclue, le dernier mot de la fin. Alex, si tu en as un, on a oublié de parler de Chris Middleton, comme toutes les vidéos du monde sur les ailiers, parce que c'est le joueur le plus sous-estimé de la planète. C'est clair, putain, Chris Middleton. Pourquoi faire ? C'est dans 50, 40, 90. Il est tellement fort. C'est propre. Par rapport à... Enfin, on en parle tellement peu par rapport à ce qu'il est fort, c'est vrai, hein. Après au moins la saison dernière il a eu au moins la chance de se faire valoriser en termes de contrat, tu vois, de manière sérieuse. Non, moi j'aime beaucoup Chris Middleton. Je trouve que c'est un joueur vraiment impressionnant. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui l'ai pris dans... Tu l'as foutu dans ton équipe en nous faisant croire que c'était Scottie Pippen, et t'inquiète, c'est pas passé inaperçu. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, si je peux me permettre, Chris Middleton, superbe saison régulière, très bien, fabuleux, nickel. Vraiment là-dessus, pas grand-chose à redire. On l'attend, lui. Mais voilà, en fait, je ne validerai le nouveau statut de Middleton que s'il nous fait ça sur les 4 ans. On voudrait avoir des playoffs et puis on voudrait qu'il tombe nez à nez avec. Non, mais même pas. Je sais pas, avec Tatum ou Tobias Harris ou je sais pas quoi, et qui mettent la race pour dire voilà les gars. Mais avant de lui donner un statut à la Lowry comme on l'a fait par la suite, on a fait genre waouh, il allait jusque loin et on l'a vu faire des gros playoffs en montée en température. Je veux bien la même chose de Middleton. Je suis d'accord. C'est-à-dire que le niveau de respect pour Lowry a totalement changé. Avant on était là genre waouh, joueur très bien, sous-estimé, qui prend des passages en force et qui gère bien son équipe. Qui choque en playoff. Mais qui choque en playoff, exactement. Moi, je veux bien voir en fait Middleton où genre Giannis fait un match de merde et saved by Middleton, quoi, tu vois. Un peu ce truc-là de merde. Cette série est vraiment la Middleton série et les Bucks n'auraient pas pu s'en sortir sans lui. Tout à fait. Ou quand on est dans l'analyse de la série derrière, on se dit, au fait, dis donc, en fait, Anunoby, Siakam, machin et tout, Middleton, ils se les ont tous avalés, tu vois, par exemple, tu vois. Game winner de Middleton. Voilà. C'est ça. Ou tu sais, en cours de match, t'es là, tiens, dis donc, on a 9 passes d'ess à Middleton, tiens, dis donc.
T'es en train de faire mal, tu vois, ce genre de choses. Encore une série en 50, 40, 90. J'en ai marre. Donc voilà. Donc non, bien sûr, Middleton est effectivement trop peu médiatisé par rapport à ce qu'il est fort. Et peut parfois être un petit peu overhypé sur son réel niveau de jeu. En tout cas, tant qu'il n'aura pas prouvé plus en play. Tant qu'il n'aura pas prouvé la fameuse phrase dont on parle, est-ce que Chris Middleton est le bras droit d'une équipe all-time qui va jusqu'au titre ? Voilà. Eh ben on le saura peut-être, si on le saura peut-être pas. Voilà. Si un jour c'est le cas, c'est clair que lui c'est pareil en termes de genre de classement de top 100 all-time. Ouais. Tout de suite on va faire genre tiens Chris Middleton en fait. Dis donc en fait il rate jamais de tir. Tiens Sam Jones, Sam Jones ou Chris Middleton. Je ne sais plus, James Worthy ou Chris Middleton. Je ne sais plus. Non, c'est sûr et certain. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez de Monsieur Chris Middleton et de tous les ailiers dont on n'a peut-être pas parlé. C'était un petit peu la vidéo récap de ce poste 3. La semaine prochaine, on va s'occuper des ailiers forts. Dès demain, sur le site de Trash Talk et sur le site de Trash Talk, on s'occupera du poste 4. Ça démarre la semaine du poste 4. Exactement. Alex, la bise, un dernier petit mot ? Écoute, oui, on va peut-être juste balancer nos top 6 ou c'est pas la peine ? Vas-y, je t'en prie. De mémoire du coup, parce que je l'ai pas sous les yeux, ça je suis sûr, j'ai mis Paul George en 6 parce que genre il est pas question que je fasse un top 6 des ailiers cette saison sans mettre Paul George dedans, je trouve qu'on l'a un peu vite oublié. Et après, si je dis pas de bêtises, j'ai dû faire du Ingram en 5. Je vais te dire ça tout de suite, bouge pas. Middleton en 4 ou Tatum. Bouge pas, je peux le faire en live. Tu nous as mis 6 Paul George, 5 Ingram, 4 Middleton, 3 Tatum 2 et 2 Kawhi et premier LeBron. C'est ça. Eh bien écoute, je te balance le mien. 1 LeBron, 2 Kawhi, 3 Tatum, 4 Middleton, 5 Ingram et 6 DeMar DeRozan. On a que le 6. T'as mis DeMar DeRozan ? Ouais, tout à fait. D'accord, mais tu crois que les GM des autres équipes ils regardent tes top 6 pour. Tu sais que le début de mon paragraphe. Tu veux faire monter sa cote ? Tu sais que le début de mon paragraphe c'est non, ceci n'est pas un troll. Non, et tu sais quoi ? Je ne l'aime pas, mais il a quand même fait individuellement une pure saison. Bien sûr qu'il est bon. Et donc je peux pas trop lui en vouloir. Et il était borderline All-Star selon moi. Allez, sur ce magnifique dernier mot, dans tous les cas, voilà pour notre top 6 des ailiers. Dites-nous qui vous avez dans votre top 6. Normalement, il ne devrait pas non plus y avoir trop de débat là-dessus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo des ailiers forts. Exactement. La bise à toutes et à tous. Bonne semaine à vous et à la prochaine. Ciao.